du secteur privé prédit maintenant un atterrissage en douceur pour l'économie canadienne. C'était son 4e budget, Mme Freeland. Sébastien McMahon est avec nous pour nous aider à comprendre. Bonsoir. Bonsoir. Première des choses, le déficit moins élevé que prévu, c'est 40 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. On peut dire merci à l'inflation, merci aux revenus plus importants pour le gouvernement du Canada? Oui, exactement. On a 40 milliards de dollars de déficit qui était prévu. On a annoncé 18-19 milliards de plus de dépenses, puis on finit encore à 40 parce que l'économie est un petit peu plus forte qu'attendue, l'inflation est venue jouer, puis aussi on augmente la taxe sur les gains capital dont tu as parlé. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. J'aimerais vous entendre là-dessus. On dit qu'on va taxer les plus riches avec cette imposition ou la hausse de l'imposition sur le gain capital de 250 000 D'abord, on va l'expliquer un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est vraiment les ultra-riches? Non, pas du tout. Si on prend un exemple, mettons quelqu'un ici à Montcalm qui avait acheté un Plex à 400 000 là, quelques décennies, puis c'était son fonds de pension, puis là, on le vend pour 1 million, disons. Le 600 000 de gains en capital, le premier 250 000 va aller la moitié sur le rapport d'impôt. Puis l'excédent du 250 000, donc c'est dans ce cas-là 350 000 va aller sur le rapport d'impôt, mais c'est les 2 tiers du montant qui va aller sur le rapport d'impôt. Fait que faites votre calcul, le taux d'imposition va augmenter pour n'importe qui a une résidence secondaire ou un plex qui doit vendre pour réaliser un gain dans les prochaines années. Et Québec pourrait peut-être emboîter le pas, j'entendais ça aujourd'hui? Oui, généralement, c'est l'habitude à Québec de s'arrimer avec le régime fédéral, donc il faut s'attendre à ça. Il y a beaucoup de mesures pour favoriser la construction de nouveaux logements. Je voyais qu'on allait utiliser des terrains de Post Canada, des terrains de la Défense nationale. On veut construire, puis il y a des milliards là-dedans. Oui. Est-ce que ça va fonctionner? Bien, probablement pas aussi bien qu'on le pense, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre encore. Au Canada, il y a 1,6 million de travailleurs de la construction. Au Québec, il y en a 280 000. Puis on sait que la construction, si elle a un rythme plus lent, c'est parce qu'il y a trop de demandes. La croissance de la population est forte. On n'est pas capable de répondre à cette demande-là. Donc, si on fait des mathématiques, tu sais, je suis pas bon en construction, je suis pas bon en rénovation, mais je suis bon en mathématiques. Oui. Si on veut doubler ou tripler, puis c'est ce qu'on parle dans ces chiffres-là, le nombre de mises en chantier par année, il faudrait doubler ou tripler le nombre de travailleurs de la construction. Où on va les trouver? C'est pas avec des mesures budgétaires qu'on va les faire apparaître. Parmi les mesures budgétaires, il y avait l'augmentation du RAP, donc les jeunes qui veulent accéder à la propriété pourront aller piger davantage dans leur réel? Oui, exactement. On va pouvoir aller chercher un plus gros montant pour la mise de fonds, peut-être être capable d'aller chercher... c'est pas payer de prime SCHL, ça peut aider, puis aussi avoir accès à des amortissements qui sont plus longs. Parce que quand on est capable de mettre au moins 20 sur un projet de maison, on peut aller avoir un amortissement qui est plus que 25 ans, donc ça peut aller aider. Bon, la dette, j'ai dit le chiffre tantôt, je m'en souviens même plus, c'est 1 255 milliards de dollars. Oui. Ça représente 42 du PIB. Si on traduit ça dans nos finances personnelles, ça veut dire quoi, la proportion de la dette du Canada? Bien, il ne faut pas tant s'inquiéter du niveau de la dette canadien. On est quand même... On est bien positionné versus les autres pays. Ça, c'est vrai. C'est la trajectoire de la dette qui est inquiétante. Dans le moment, il y a 11 pays dans le monde qui ont une cote AAA, dont le Canada. Mais on est ceux dans les 11 pays qui ont peut-être la trajectoire la moins favorable sur les déficits à venir. Donc, si on perdait cette cote AAA-là, ça pourrait augmenter le taux d'intérêt de la dette de façon quand même significative, puis venir peser encore plus sur le fardeau de la dette. Puis là, on sait, le bon comparable, c'est le frais d'intérêt de la dette, c'est 54 milliards de dollars par année. C'est l'équivalent aux recettes de la TPS. Donc, chaque dollar de TPS que vous payez, ça équivaut à... Je voyais qu'il y avait une hausse de 15 des frais de la dette, c'est ça? Oui, c'est exactement. C'est que le gouvernement fédéral récolte 54 milliards de dollars via la TPS par année, puis c'est exactement le même montant qu'on paye pour payer les intérêts sur la dette. Donc, si les taux d'intérêt sur la dette avaient augmenté parce que notre trajectoire était jugée défavorable par les agences de crédit, bien là, ça commence à augmenter assez rapidement. Là. Autre point. Des fois, quand on arrive avec des budgets déficitaires, les gouvernements vont dire, ou le ministre des Finances va dire, voici mon plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ouais. On ne l'a pas dans les perspectives. On ne l'a pas encore. Est-ce que ça peut changer quelque chose, justement, sur la cotation du Canada? Bien, c'est exactement. Les agences de crédit veulent... C'est correct de faire des déficits temporaires quand il y a des raisons. L'économie, quand même, est assez bien dans les dernières années, post-pandémie. On avait des déficits.
c'est problématique. Maintenant, on veut voir un retour à l'équilibre, du moins un plan. On ne l'a pas au provincial, on ne l'a pas au fédéral. Donc, c'est pour ça que les agences de crédit vont commencer à porter un peu plus attention là, aux finances publiques canadiennes qui se détériorent. Et ça, collectivement, c'est nous qui paierons. Oui, exactement. Si on se retrouve dans cette situation-là. Sébastien McMahon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de décortiquer tout ça avec nous. Un grand plaisir. Au revoir.